Bienvenue dans DACAB, ou la nouvelle émission de Télépaèse et qui donne tête à l'actualité de votre région. Environnement, culture, identité ou encore politique. Cette émission vous propose de décortiquer les différents aspects de la société corse. Cette première émission sera donc consacrée à l'environnement et pour cela nous allons revenir sur certains reportages concernant les différentes actions entreprises sur l'île. En Corse, il faut savoir que les espaces naturels constituent la majeure partie du territoire. Mais la question c'est comment cet environnement a-t-il pu être préservé ? Premièrement, les Corses ont toujours démontré un attachement particulier à leur île, avec en exemple ce premier reportage sur l'opération Peru-Regine. Soucieux du devenir de la qualité de l'eau potable de la microrégion, les Balanins s'étaient mobilisés pour mettre fin à l'incivisme. Durant deux week-ends, entreprises et particuliers se sont succédés aux abords du lac. Regardez. L'objectif, c'était d'enlever tous les déchets plastiques, les déchets polystyrène, les morceaux de verre, toutes les ordures ménagères, puisque la semaine d'avant, nous avons organisé une journée sur laquelle on a enlevé toutes les carcasses de voitures, on a enlevé toutes les grosses ferrailles, les D3E, les déchets électriques, électroniques, etc. Et le résultat, c'est que tous ces gens qui ont participé, bien sûr avec l'accord de toutes les collectivités, les hommes politiques, etc., les entreprises, les petites entreprises, comme les grosses entreprises locales, le résultat il est là. Nous avons fait des endroits qui étaient absolument ignobles, on les a rendus jolis. Ce qui était impossible, on l'a rendu possible. Et on a fait en sorte qu'effectivement les gens deviennent non plus des spectateurs mais deviennent des acteurs, qu'ils s'approprient la démarche. Et aujourd'hui le résultat il est là. Et quand on voit le nombre de mètres cubes qui ont été remués pour en arriver à cela, on parle en 800, 900 mètres cubes. C'est absolument colossal. Et aucun déchet n'a été enterré. C'est-à-dire que toutes les terres qui ont été remuées, ont été dépolluées par les bénévoles et aucun déchet ne se retrouve dans les zones qui sont ici. Donc si vous voulez, ça a été un travail collectif et tout le monde a fait le nécessaire pour donner les clés du succès et la réussite aujourd'hui, elle est là et donc les gens peuvent être très fiers de ce qu'ils ont fait. En amont, ça demande une sacrée organisation. Vous-même, vous avez participé donc justement à sectoriser les endroits. Quelle était la tâche et les missions de ces bénévoles ? On a découpé en 13 zones, et dans ces 13 zones, on a mis des outils, des méthodes, et on a défini dans ces cas-là les moyens, quels étaient les camions, quelles étaient les grues, quels étaient les bénévoles, les quantités de bénévoles qu'il nous fallait, pour que dans ces cas-là, on réussisse à la perfection l'opération. Donc tout a été fait d'une façon très rigoureuse, très organisée, pour qu'on puisse rapidement, dans ces cas-là, intervenir et déblayer avec succès. Et, si vous voulez, c'est donc trois méthodes qui sont des méthodes techniques, c'est-à-dire qu'on débarrasse, on nettoie, on range. Donc ce sont des méthodes physiques, entre guillemets, et après nous aurons, c'est la partie qu'on va s'occuper par la suite, les méthodes de pérennisation. Donc on va écrire les règles, et on va les respecter et les faire respecter. Donc là, nous avons des réunions tout prochainement avec les personnes concernées, les maires, les communautés de communes et tous les gens qui seront habilités à faire en sorte que ce site ne soit pas repollué. Donc on va mettre en œuvre des méthodes, des techniques pour effectivement conserver cet endroit, je dirais, merveilleux comme il est à l'heure d'aujourd'hui. Par quels moyens l'Office hydraulique apporte son appui à cette opération Peru-Regine ? Écoutez, plusieurs moyens, logistiques bien sûr, techniques, avec l'apport d'un ingénieur qui donc, a participé au projet, à son élaboration, à son exécution, et aussi matériel, puisque nous avons contribué avec un certain nombre d'opérations, je dirais, type t-shirt, etc., à faire de ce rassemblement une bonne réussite, une belle réussite. C'est un endroit qui avait besoin à un moment donné d'un sursaut citoyen, un sursaut pour justement revenir un peu dans le défi environnemental du XXIe siècle. Il fallait absolument donc montrer à la population, à l'opinion publique, qu'il y avait des endroits qui étaient donc vulnérables, qui étaient surtout stratégiques, puisque c'est l'eau de la Balagne qui est ici, dans ce lac. Donc il fallait absolument mener une opération qui est valeur d'exemple et qui permette justement de laisser présager d'autres actions dans d'autres endroits du même type. La valeur d'exemple, c'est aussi d'aménager, de réfléchir à l'aménagement de ce site, de valoriser et de le sécuriser, parce que sinon vous avez retrouvé les mêmes causes produisent les mêmes effets, vous le savez. Donc il y a toute une opération maintenant de sensibilisation à mener sur la Balagne, et bien entendu avec des opérations qui vont être aussi d'ordre financier, puisque l'aménagement, la valorisation, la sensibilisation, ça a aussi un coût.
Des activités éducatives pour les jeunes aux formations professionnelles. Chaque action est importante et permet de sensibiliser la population. Sur le territoire insulaire, ils sont de plus en plus nombreux à participer à des stages de sensibilisation. Dans ce cas précis, on va plutôt parler de la formation en pierre sèche, cette technique de construction qui permet à la fois de préserver le patrimoine corse tout en respectant l'environnement qui l'entoure. Nous avions suivi un de ces stages à Montemaio qui avait rassemblé plus d'une dizaine de participants. Voici le reportage. Ce sont les salariés du secteur public en fait, qui bénéficient d'heures de formation. Donc toutes les collectivités peuvent envoyer leurs salariés ou même à leur demande, ils peuvent bénéficier de formation. Donc le CNFPT en Corse œuvre pour de nombreux domaines de formation. Et là, la pierre sèche, en fait, elle a démarré en 2013. Donc en 2013 a commencé les premières formations pierre sèche en Corse. Donc ça a été à travers le programme Leader. Et ensuite, elles ont commencé et perduré. Ça fait déjà plus de 3 ans maintenant. On arrive en 2016 et ça continue. C'est pas parce que les fonds européens sont terminés que le programme Leader est arrêté, que ça ne continue pas les formations. Les formations, elles sont pérennes. Donc maintenant, on a mis ça en place et on espère qu'elles continueront aussi au-delà de 2016. Donc là, c'est la première formation de 2016, donc c'est sur les murs de clôture. Et il y aura une prochaine formation au mois de mars qui aura lieu à Lumio sur les pavages. Quelles sont les nouveautés de cette formation ? Alors les nouveautés, il n'y en a pas tellement. En fait, on reprend les techniques anciennes de montage de la pierre sèche. L'intérêt est de retrouver ces techniques-là qui se sont un petit peu perdues depuis des années et de redonner la motivation aux gens de reprendre ce qui est fait, ce qui est aujourd'hui en effondrement très souvent, et le remettre en état. Donc on reprend les techniques anciennes et on essaye de faire passer le message surtout de l'intérêt de ces formations en pierre sèche. Combien de temps va-t-elle durer cette formation ? Là, c'est une formation sur 3 jours. C'est en fait une initiation aux techniques de montage de la pierre sèche. Ensuite, on va renouveler ces formations régulièrement. Chaque année et régulièrement au fil des saisons, je dirais, on a de plus en plus de personnes qui interviennent dans ces formations et qui se rendent compte que c'est important. Donc c'est motivant pour l'avenir de la Corse et du patrimoine en Corse. Vous accueillez cette nouvelle session de formation en pierre sèche. Pourquoi ici ? Mais d'abord parce que ça s'est fait ailleurs, donc nous avions donc émis le souhait que ça se fasse un jour chez nous, parce que c'est toujours intéressant de voir travailler, d'organiser ce genre de stage. Et puis bon, ça intéresse aussi des personnes de la commune, c'est bien, donc on avait proposé ça et ça se fait chez nous. Est-ce qu'il y a un réel besoin d'artisans pierre sèche ? Mais disons que, vous savez que les murs en pierre sèche font partie intégrante, je dirais, de notre patrimoine bâti. Donc pendant longtemps ça a été abandonné, c'est vrai que beaucoup de murs se sont écroulés entre-temps et c'est bien dommage, mais enfin je vois que là, vu l'engouement que suscite ce stage et le nombre de stagiaires qui se sont inscrits, ça peut nous rassurer un peu sur l'avenir de voir à nouveau des murs en pierre sèche réhabilités, voire remontés, donc c'est bien. Pourquoi avoir choisi de faire cette formation en pierre sèche ? Alors d'abord c'était pour retrouver le savoir-faire qu'il y avait en Corse. Et pour savoir, même pour moi-même, pour savoir construire des murs, même pour moi, et même pour mon boulot, où je croise souvent des murs qui sont en mauvais état, et si je peux les restaurer, ce serait bien. Je travaille au parc régional, donc ça serait bien de retrouver ce savoir-faire qu'il y avait avant en fait. Au niveau personnel, on le sent, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et au niveau professionnel, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Une plus-value finalement ? Une plus-value et même pour la Corse en fait, quelque part. Si on peut des fois restaurer des petits bouts comme ça de murs, pour même restaurer l'état des sentiers, etc., ça peut être pas mal. Sinon, ce qu'on peut faire si elle bouge, c'est mettre celle-ci dessus, là. On rentrera plus à l'intérieur. Si ça bouge là, il y a tout qui va descendre. Donc il faut arriver peut-être à mettre... d'inverser. Non, de mettre celle-là, comme elle est. Ces opérations sont réalisables grâce à l'investissement
et la volonté des bénévoles, mais aussi grâce à l'implication des différents organismes insulaires qui opèrent chaque jour pour préserver cet environnement. Si d'un côté on a un réseau associatif très actif dans le domaine, on remarque également un investissement de la part des mouvements politiques en Corse. Par exemple, si on prend le cas de Corsica Libre, un mouvement nationaliste qui organise chaque année des opérations de nettoyage ou qui n'hésite pas à s'engager sur des thèmes comme la réduction des déchets. À l'occasion d'une de leurs opérations en Balagne, nous étions allés à leur rencontre. Regardez. Si on a fait le choix de venir à ce lieu symbolique de Notre-Dame de la Serre, c'est pour organiser un nettoyage participatif et citoyen, et pour démontrer à quel point nous devons, pour l'avenir de la Corse et pour nos enfants, préserver les merveilles que la nature nous a données. Ces endroits sont remarquables et très nombreux. Ils sont malheureusement menacés par une pollution extrêmement nuisible qui résulte entre autres d'une prolifération des déchets, symptôme de l'incivisme du bon nombre de Corses et de touristes, mais aussi d'une absence de politique raisonnée et à long terme sur la question de la gestion des déchets, et ce depuis des décennies. Donc nous, la solution, on pense qu'elle réside dans le tri des déchets, encouragé par les pouvoirs politiques et par l'action citoyenne de tous. Donc c'est précisément le plan d'action adopté par la majorité territoriale à CTC, qui préconise la responsabilité de tous les acteurs, des élus et bien évidemment des citoyens. C'est la semaine européenne du tri des déchets, donc on voulait proposer une action de nettoyage cette semaine symbolique. On souhaitait également, comme je l'ai dit, être dans la continuité du travail réalisé par la communauté des communes de Calvi, qui a déjà organisé mercredi des actions de nettoyage et qui organise demain une journée de sensibilisation. On organise régulièrement quand même des actions de nettoyage et de sensibilisation. Aujourd'hui, on voulait vraiment tourner tourner cette action sur l'axe politique et citoyen et la sensibilisation au tri. Combien de personnes ont travaillé aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on a quand même une trentaine ou une quarantaine de personnes qui sont venues. Donc on a lancé un appel sur le journal et sur les réseaux sociaux. Donc on est assez content parce que ça a été organisé un peu au dernier moment cette semaine. Donc on est plutôt content. Cette action, parmi tant d'autres, a été réalisée dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Une semaine organisée dans pas moins de 27 pays où près de 12 000 actions ont été entreprises. Cette mobilisation de grande envergure a pour objectif de sensibiliser les collectivités, les scolaires et le grand public au respect de l'environnement. Parmi ces actions, le complexe sportif Calvi-Balagne proposait une journée portes ouvertes sur le thème du tri et du recyclage. Regardez. La communauté de communes Calvi-Balagne a souhaité s'inscrire dans la semaine de réduction des déchets, européenne de réduction des déchets. Et tout au long de la semaine, nous avons mené des actions et cette journée, comme vous venez de le dire, est la clôture de cette semaine européenne de réduction de déchets. Nous avons organisé des tas de manifestations, nettoyage de plages, séances anti-gaspillage alimentaire au collège, etc. Donc, aujourd'hui, nous clôturons cette semaine européenne de réduction de déchets. Présentez-nous ces stands. Alors derrière moi, vous avez tous les jouets qu'on récupère à la recyclerie créative, qu'on nettoie, qu'on lave. Et aujourd'hui, dans le cadre de la communauté de communes, on fait du troc de jouets avec les enfants. Les enfants viennent avec un jouet et repartent avec un jouet qu'ils échangent avec nous. Voilà. Donc ça, c'était le but aujourd'hui. Sinon, tous les jouets qu'on récupère, tout est lavé, tout est nettoyé. Et on s'en resserre, on va s'en servir au marché de Noël, on peut le redonner aux enfants et ça fait une émulsion. Après, de l'autre côté, derrière moi, vous avez tout ce qu'on fait en palette. On transforme tout ce qu'on a en palette, en bois, en choses qu'on nous donne, on les transforme et on en refait d'autres objets. Voilà, c'est des transformations d'objets. Puis hier, Zéro Phrase est une association.
Exactement. Maintenant, Zéro Phrase est ouvert à tout le monde. Au départ, c'était un collectif d'associations, mais maintenant, elle s'élargit à toutes les personnes qui sont sensibles à cette démarche, qui est une démarche aller vers une société zéro déchet, zéro gaspillage. C'est un objectif, c'est un ensemble de mesures, de prise de conscience qu'on peut avoir progressivement. Et chaque citoyen qui a compris que c'est ça la démarche à avoir pour essayer de préserver un petit peu notre île et aussi aller plus loin, bien entendu, puisque on sait très bien qu'autour de l'île, il y a aussi des déchets qui arrivent par les courants marins et que nos mers et nos océans sont envahis de plastique de toutes sortes. C'est vraiment une prise de conscience générale et ça va permettre à tous les citoyens de Corse qui sont sensibles à cette cause de nous rejoindre. Quels vont être maintenant vos moyens d'action ? Les actions, elles sont immenses. C'est pour ça que chacun peut s'approprier. C'est ça aussi l'objectif, c'est d'essayer de former, que les gens viennent nous poser des questions, que dans chaque micro-région, quelqu'un soit un peu plus conscient et entraîne autour de lui un petit groupe qui va réfléchir sur comment séparer les biodéchets, pourquoi le faire, comment composter par exemple, comment améliorer le tri. On en est toujours à enfouir 80 à 90% des déchets en Corse, alors que 80% au moins de la poubelle est recyclable et compostable. Et justement, la volonté de quelques collectivités maintenant permet de récupérer des biodéchets séparément, soit de les composter chez soi, soit qu'ils soient ramassés pour être emmenés dans une plateforme. Et par la suite, voilà, tout ce qui a été trié va être envoyé au recyclage par le biais du centre de tri qui est en Haute-Corse. Qu'est-ce que Zero Waste ? Alors, Zero Waste France, c'est une association de protection de l'environnement qui est spécialisée sur la question des déchets et qui agit donc sur tout le territoire national. Et donc nous, ce qu'on défend, c'est l'idée de l'application d'une démarche zéro déchet sur les territoires. Donc une démarche qui vise à réduire au maximum les déchets qu'on envoie aujourd'hui encore très majoritairement en décharge ou dans les incinérateurs. Ici en Corse, l'incinérateur a été sujet à un très grand débat. Quel est votre regard, vous, en tant qu'association nationale, sur ce sujet ici en Corse ? Moi je pense que c'est une bonne chose que l'incinérateur, le projet ait été annulé parce que pour moi la Corse a vraiment toutes les chances de son côté pour réussir à réduire les déchets de manière assez importante en fait. C'est un territoire insulaire, il y a une vraie fierté aussi de vivre ici, de faire partie de ce territoire-là et donc on peut vraiment mettre en place des politiques qui permettent d'inverser complètement la logique et de faire que les déchets envoyés en décharge, ça devient vraiment la minorité des déchets. Et donc il y a tout intérêt à garder les richesses et les ressources sur votre territoire et à les recycler, à créer aussi de l'activité, des richesses autour de ça plutôt qu'à les exporter ou à les envoyer à brûler dans un grand four au milieu du pays, quoi. Ces dernières années, la gestion des déchets en Corse a bien sûr fait partie des principaux problèmes liés à l'environnement. Mais parmi ces problèmes, on ne compte pas seulement ceux résultant des activités de l'homme. De par son climat méditerranéen, la Corse est soumise régulièrement aux risques naturels. Et au vu des intempéries de 2016 et 2017, plusieurs régions méditerranéennes se sont réunies à Corté pour lancer le projet Proterine. L'objectif, s'adapter plus facilement aux risques potentiels d'inondation. Voici le reportage. On est face à des problèmes que vous connaissez tous et qu'on subit à répétition et de plus en plus souvent. Et il faut absolument mettre en réseau toutes les expériences de toutes les régions limitrophes qui sont confrontées au même type d'inondations méditerranéennes, on dira, et qui sont confrontées aussi à la même accélération de ces inondations. Et donc l'objectif, c'est de travailler en prévention, c'est-à-dire de voir comment on peut organiser les réseaux, comment on peut organiser les échanges de bonnes pratiques, comment on peut s'adapter, voir comment on va s'adapter à cette situation qui est quand même une situation nouvelle, puisque on ne peut plus dire maintenant qu'on est dans des situations exceptionnelles quand on a les crues ou les inondations ou les neiges qu'on a connues, mais malheureusement des situations qui vont être répétitives. Donc il faut absolument qu'on fasse un effort d'adaptation et le partage de cette expérience est capital. En travaillant en réseau, comment peut-on prévenir de ces risques ? Écoutez, il faut par exemple avoir des systèmes d'information de la population qui fonctionnent très très bien. Bon, on a un système basique qui est celui des alertes, mais on peut faire beaucoup mieux, on peut faire beaucoup plus finement. Toutes les données météorologiques, il faut les partager. Il faut partager les réponses que les uns et les autres apportent
aux populations. Il faut partager aussi comment on va faire pour aider les gens à supporter ces situations et à se refaire, à reconstruire leur vie derrière ces inondations. Alors il faut être bien clair que ce programme, ça n'est pas un programme technique de comment on va nettoyer les rivières, etc. C'est un programme qui travaille sur les besoins de la population, les besoins de sensibilisation, d'avertissement, de prévention auprès de la population. Donc je dirais que c'est un programme d'une certaine manière humain. Juin 2010, un événement exceptionnel dans le Var, à Draguignan, qui fait 25 décès. C'est suite à cet événement que la région a décidé de mettre en place une politique forte sur la prévention des risques naturels et notamment sur l'inondation. Aujourd'hui, de ce projet de Proterine, de ce colloque avec tous les acteurs finalement de la Méditerranée, qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que vous en entendez? Alors, ce qu'on attend, c'est déjà de pouvoir faire, au bout une dizaine d'années de politique des risques, de faire un bilan de cette politique des risques avec ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et ce qu'on aimerait, nous, dans Proterina, c'est profiter de cette coopération méditerranéenne pour, en fait, partager notre diagnostic avec les autres régions méditerranéennes, de voir chez eux, de prendre chez eux ce qui fonctionne bien. Parce qu'en fait, contrairement à l'Italie, nous, régions, on n'a pas la possibilité de faire de la maîtrise d'ouvrage et de faire de l'opérationnalité, alors que eux, oui. Alors, est-ce que c'est ça qui fait qu'ils ont peut-être des opérations qui vont plus loin, qui fonctionnent mieux? C'est de faire un peu ce diagnostic partagé et peut-être de construire ensemble quelque chose qui fasse que l'action publique soit la plus efficiente possible. Questo progetto fa sì di mettere insieme le forze che abbiamo per riuscire a combattere queste alluvioni. Combattere queste alluvioni significa essere più resilienti, cioè significa in qualche modo trovare gli strumenti per conviverci. Come si può lavorare con tutte le altre regioni per giusto appunto trovare un cammino insieme per lavorare insieme giusto appunto non questa tematica? Allora, la prima cosa è quella di scambiarsi i dati, le informazioni e i modelli e mettere insieme tutti quegli strumenti che noi oggi abbiamo per prevedere correttamente le alluvioni. Il secondo passo è mettere insieme tutte le diverse esperienze, scegliere quelle che sono più efficaci in modo tale da arrivare a fare una sorta di linee guida, una sorta di manuale che tutto il territorio poi possa adottare. Au niveau d'Office d'environnement, nous, dans le cadre du projet donc Proterine, on est plus sur un aspect, je dirais plus sur une approche environnementale de la problématique du risque inondation. Donc il faut savoir que le risque inondation en Corse, on va avoir essentiellement des phénomènes qui sont liés à des débordements de cours d'eau et on va avoir en fait aussi des phénomènes qui sont dus à des ruissellements au niveau urbain. Donc nous, au niveau environnemental, on essaie d'apporter notre contribution en fait sur tous les aspects qui sont prévention de ce risque. Alors comment on peut intervenir environnementalement sur la prévention de ce type de risque? C'est justement sur la restauration et l'entretien des milieux aquatiques. Alors comment ça va se faire au niveau du programme? Ça va se faire essentiellement effectivement par du partage de connaissances avec les autres partenaires et ça va être surtout au niveau régional d'essayer de mettre en place et de faire de l'information et de la sensibilisation auprès en fait des collectivités et des particuliers justement sur qu'est-ce que c'est un cours d'eau, comment il fonctionne, comprendre que le cours d'eau il a un fonctionnement naturel et qu'il a besoin de déborder à un moment donné. Et donc l'idée c'est de pouvoir accompagner les collectivités justement sur cette gestion en fait du risque inondation, mais d'un point de vue environnemental. Dakar, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de cette émission sur l'environnement en Corse. On parlera de qualité des eaux, de lois montagne et d'espèces invasives. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.